Vous écoutez RFI, les 6h30 à Paris, 4h30 en temps universel. Magali Lagrange. Des dizaines de milliers d'opposants réunis hier à Kinshasa, en République démocratique du Congo, pour le premier meeting d'Étienne Tshisekedi depuis la présidentielle de 2011. L'opposant appelle le président Joseph Kabila à quitter le pouvoir avant la fin de cette année. Il rejette une nouvelle fois le dialogue politique dans les conditions actuelles. Réunion hier autour de la Centrafrique. Les pays d'Afrique centrale promettent une enveloppe pour favoriser le retour à une paix durable dans le pays et pour financer le processus de désarmement, démobilisation et réinsertion. Au sommaire encore, la Somalie, nouvelle attaque hier dans la capitale, double attentat à la voiture piégée qui a fait 6 morts. Nous parlerons aussi de la visite en Afrique du ministre français des Affaires étrangères. Jean-Marc Ayrault se rend au Kenya aujourd'hui et puis en Tanzanie demain. Et enfin, les Jeux de la jeunesse dans l'océan Indien avec des échanges culturels également autour de danses traditionnelles que nous fera découvrir notre correspondante. Reportage dans 10 minutes. Les opposants congolais se sont donc mobilisés. Hier, un grand rassemblement a eu lieu comme prévu à Kinshasa. Des dizaines de milliers de personnes ont répondu à l'appel et se sont réunies devant le stade des Martyrs dans la capitale de la République démocratique du Congo. Sur le podium, pour prendre la parole devant eux, Étienne Tshisekedi, le leader de l'UDPS qui tenait là son premier meeting depuis la présidentielle de 2011. L'opposant a notamment appelé le président Joseph Kabila à quitter le pouvoir à la fin de son mandat et donc avant la fin de cette année. À Kinshasa, Sonia Rollet. Un discours qui commence par une minute de silence pour tous ceux qui souffrent et notamment à l'est du pays. Pas respecté tant l'excitation de ses partisans était grande. Après un début un peu hésitant, Étienne Tshisekedi s'est amusé avec la foule, disant à propos de son retour triomphal que certaines radios avaient jugé qu'il n'y avait plus besoin d'élections, que c'était un plébiscite. Au contraire, dans son discours, Étienne Tshisekedi a insisté sur la convocation du corps électoral fin septembre par la CENI, sous peine, dit-il, de haute trahison. L'opposant historique a également parlé d'un préavis fixé au 19 décembre 2016. Message adressé à Joseph Kabila, le chef de l'État qui terminera officiellement à cette date son deuxième et dernier mandat constitutionnel. Comme à la présidence de la République, on ne respecte pas les règles fixées par la Constitution. Il faudra que vous tous, vous vous preniez en charge, a insisté Étienne Tshisekedi, précisant qu'il ne fallait pas attendre d'ingérence étrangère. Pour ce qui est du dialogue, le vieil opposant a posé des conditions préalables, entre autres libération de tous les prisonniers politiques et remplacement du facilitateur. L'ex-premier ministre togolais Dame Kodjo s'est retrouvé taxé par l'opposant d'être, je cite, un traître, un grand kabiliste. Sonia Rollet, Kinshasa, RFI. Et à la tribune hier, Étienne Tshisekedi a aussi dénoncé la condamnation à 3 ans de prison et les poursuites engagées contre l'opposant Moïse Katumbi, l'ex-gouverneur du Katanga qui s'est lui aussi exprimé sur Internet pour saluer, je cite, la mobilisation exceptionnelle, a-t-il dit, des Congolais. Il accuse par ailleurs les autorités congolaises de l'avoir empêché d'y participer en n'autorisant pas son avion à survoler le pays. Le porte-parole du gouvernement répond, lui, que les autorités ne peuvent pas refuser à un Congolais le droit de rentrer chez lui et que la justice serait heureuse d'ailleurs de pouvoir l'interroger. Pour terminer sur l'actualité en RDC, sachez aussi que la commission électorale a lancé hier l'enregistrement des électeurs pour les scrutins à venir. Opération lancée dans le nord Ubangui qui doivent durer près de 10 mois au total sur tout le territoire de la RDC. Les élections, elles se préparent au Gabon. La présidentielle aura lieu dans moins d'un mois, le 27 août prochain. Dans un entretien à l'hebdomadaire Jeune Afrique, le président Ali Bongo, qui est candidat à ce scrutin, dit craindre des dérapages et des violences. Il dénonce la stratégie de l'opposition qui conteste son éligibilité et qui annonce que l'élection ne va pas être transparente. On reparlera d'ailleurs du Gabon à l'approche de la présidentielle juste après le journal avec l'un des porte-parole de l'association Survie qui appelle à l'arrêt de la coopération militaire française avec le Gabon. À l'heure des explications, au Burundi, le gouvernement ne s'est pas présenté devant le comité des Nations Unies contre la torture, comme c'était prévu la semaine dernière. L'ONU accuse, je vous le rappelle, les services de renseignement burundais et les Imbonerakure, la section des jeunes du parti au pouvoir, d'exaction. La délégation burundaise devait répondre aux accusations onusiennes. Elle a finalement boycotté la deuxième journée de discussion la semaine dernière. Alors hier, la ministre de la Justice a évoqué le sujet pour donner
donné quelques explications, Anne Kantner. Les débats devaient durer 2 jours, jeudi et vendredi dernier, suivant une procédure précise. Avant même le début de cet examen spécial, le Burundi avait remis un rapport répondant à 5 points évoqués par le comité contre la torture. Premier problème, le rapport est jugé peu convaincant par les Nations Unies. Deuxième problème, du côté du Burundi cette fois, le comité contre la torture aurait abordé bien plus que les 5 sujets prédéfinis. Dans un communiqué publié hier, la ministre de la Justice explique que le débat portait sur un rapport alternatif de la société civile, un texte dont le Burundi n'avait pas pu prendre connaissance à l'avance. Colère de la délégation burundaise, le comité contre la torture aurait dû nous donner le temps de vérifier les dénonciations, de délibérer sur les mesures à adopter et éventuellement de rassembler des preuves pour démentir ces accusations. Une méthode contre-productive, selon la ministre de la Justice, qui y voit même un risque de causer une injustice grave au préjudice du gouvernement et du peuple burundais. La Centrafrique est le chemin vers une paix durable au cœur hier d'un sommet de la CEMAC. Les chefs d'État des 6 pays de la communauté des États d'Afrique centrale étaient réunis à Malabo, en Guinée équatoriale. Une enveloppe de 4 milliards de francs CFA, environ 6 millions d'euros, a été promise. Elle servira notamment à financer le processus de DDR, désarmement, démobilisation, réinsertion. Florence Maurice. 4 pays ont promis de mettre la main à la poche. Le Cameroun, le Gabon, le Congo et la Guinée équatoriale. Seule exception, le Tchad, lui-même dans une situation économique difficile. L'idée avec cet argent, c'est de permettre aux autorités centrafricaines d'amorcer leur programme de désarmement. L'enjeu est capital pour le nouveau président, chacun sachant parfaitement à Bangui que l'échec des précédents processus DDR est l'une des causes de la dernière guerre et de l'instabilité récurrente dans le pays. Or, pour le moment, le nouveau programme DDR est au point mort, par manque de moyens financiers, certes, d'où la décision des chefs d'État à Malabo, mais aussi en raison de blocages politiques. Certains groupes armés refusent pour le moment de prendre part au processus, au motif notamment que le nord du pays est selon eux marginalisé dans l'actuel gouvernement. Des tractations sont actuellement en cours. En attendant, depuis le mois de juin, la Centrafrique connaît une recrudescence de violence. Avec des régions entières contrôlées par des groupes armés, le pays est toujours en danger, a d'ailleurs prévenu le président Faustin Archange Touadéra le 10 juillet dernier à l'occasion des 100 jours de son arrivée au pouvoir. Et par ailleurs, concernant la Centrafrique, Oxfam dénonce le manque de moyens de la MINUSCA, la mission de l'ONU. L'ONG affirme que cela a des conséquences sur la protection des civils. La MINUSCA serait incapable, selon l'ONG, de réagir rapidement, de patrouiller sur des routes secondaires ou bien de nuit. Du côté de la force onusienne, on répond que les conditions sont certes difficiles dans certaines zones reculées, mais que ça n'impacte pas la qualité du travail des casques bleus. Un nouvel attentat hier dans la capitale somalienne, double attentat à la voiture piégée, le deuxième en une semaine. Il a visé le quartier général du département des enquêtes criminelles. 6 personnes ont péri, 5 civils et un policier. 7 assaillants ont été tués. Pas de revendication officielle, mais ce sont bien sûr les islamistes Shebab qui sont pointés du doigt. Selon le ministre somalien de la Sécurité, Abdirassak Omar Mohamed, c'est une cible symbolique qui a été choisie hier. À mon avis, leur intention n'était pas tant de tuer des gens, mais plutôt de montrer qu'ils sont capables d'atteindre une institution gouvernementale, qui plus est un lieu très symbolique. C'est dans ce bâtiment que l'on mène des enquêtes sur les affaires liées au Shebab et au terrorisme en général. Parfois même, des personnes soupçonnées d'être des terroristes sont détenues dans ces locaux. C'est pour ça qu'ils ont ciblé ce bâtiment. Mais au-delà, pour eux, c'est une manière de montrer qu'ils sont toujours là, en vie et capables de causer du tort. Ce n'est pas la religion qui les motive, ce n'est pas une idéologie. On ne sait pas pourquoi ils font cela. Ils veulent juste montrer au monde qu'ils peuvent attaquer des institutions gouvernementales. Le ministre somalien de la Sécurité. C'est une journée de consultation qui commence aujourd'hui pour le président tunisien Béji Caïd Essebsi après le vote de défiance de samedi à l'Assemblée contre le gouvernement de Habib Essid. Le chef de l'État doit lui trouver un remplaçant. Pas encore de Premier ministre officiellement désigné, mais des noms commencent déjà à circuler, JN Bergaoui. Officiellement, Habib Essid n'a pas encore de remplaçant, même si en coulisses, des noms circulent parfois avec insistance. Le profil du futur chef de gouvernement fait tout de même déjà consensus. Les partis souhaitent une personnalité plus forte, selon Sofiane Toubal, chef du bloc parlementaire Nida Tounes à l'Assemblée. On cherche une personnalité
qui est semi-politique, semi-technocrate. Et un politicien, mais qui a un cadre d'État qui peut réaliser, et surtout qui peut réaliser le programme du gouvernement de l'unité nationale. Un profil plus politique donc, issu éventuellement de Nida Tounes, le parti du président aujourd'hui dirigé par son fils. Un scénario qu'envisage sérieusement Enarda. Ali Larayed est l'un des dirigeants de cette formation. Nous approuvons le chef du gouvernement selon les qualités personnelles. Qu'il soit de Nida Tounes ou qu'il soit indépendant ou d'un autre parti, cela c'est une question secondaire. Donc nous ne serons pas contre un chef du gouvernement de Nida Tounes si vraiment il répond aux qualités nécessaires. Pour le quotidien La Presse, le pays attend un homme providence pour former une équipe de sauvetage cohérente et solidaire, mais sans se faire d'illusions. Jeanne Bergaoui, Tunis, RFI. Le ministre français des Affaires étrangères est en Afrique. Le Kenya d'abord ce lundi, la Tanzanie demain. Jean-Marc Ayrault va s'entretenir avec les dirigeants des deux pays. Il sera notamment question de relations économiques. Pour l'instant, les échanges entre la France et l'Afrique de l'Est sont relativement limités. Francine Quentin. Les échanges commerciaux entre la France et le Kenya, la France et la Tanzanie sont très déséquilibrés en faveur de la France. En 2015, le Kenya a importé pour 186 millions d'euros de produits français. C'est même le premier client de la France en Afrique de l'Est pour ce qui concerne les produits chimiques, les parfums et cosmétiques, absorbant près de 60% des exportations françaises dans la région. La Tanzanie a importé pour 160 millions d'euros de marchandises françaises, dont une bonne part de produits pharmaceutiques. Et pourtant, dans des États qui affichent ces dernières années des taux de croissance des plus appréciables, 6,5% en Tanzanie, 5% au Kenya, la présence des entreprises françaises reste encore très faible. 60 entreprises françaises sont implantées au Kenya, une quarantaine en Tanzanie. Avec la forte croissance des exportations chinoises et indiennes vers l'Afrique de l'Est, la part de marché des entreprises françaises n'est que de 1,4% au Kenya et 0,4% en Tanzanie. Les Jeux de la jeunesse de l'océan Indien se déroulent en ce moment à Madagascar. Des compétitions sportives entre des équipes venues de 7 îles, mais aussi des activités culturelles avec pour objectif affiché de renforcer l'unité entre les îles de l'océan Indien. Des spectacles de danse traditionnels sont notamment proposés. On peut y voir du Sega mauricien, du moringue réunionnais ou encore du Jaliko comorien. Tout un programme et un reportage de Voulana Razafmanansou. Pour montrer les liens fraternels avec Madagascar, la Réunion a choisi de présenter une danse originaire de la Grande Île, comme le souligne Oran, lycéenne réunionnaise. Nous, on a présenté le moringue. C'est un sport de combat originaire de Madagascar qui s'appelait en fait moringui. Et puis c'est venu à la Réunion et nous, on a transformé un peu ce sport de combat en danse, dans nos danses traditionnelles. On entend un peu de son malgache. Les pas qu'on utilise sont d'origine aussi malgache. Unsoura Ousset, secrétaire permanente à Madagascar du comité interministériel pour la jeunesse, déplore néanmoins un sentiment d'éloignement entre les différentes îles. Ce manque d'amitié, pour Madagascar, c'est surtout le creux entre les jeunes urbains, les jeunes ruraux, entre les différentes classes sociales. Pour les îles de l'océan Indien, il y a d'abord la distance géographique, il y a le manque de rencontres. Renforcer l'unité dans l'océan Indien, c'est l'objectif de ces rencontres sportives, mais aussi culturelles. Vous, la Justine, jeune participante comorienne. S'il y avait plus de jeux, plus de rencontres entre les îles, plus on créera des liens entre nous, plus il y aura beaucoup d'amitié, on pourra toujours s'entraider dans le futur. La 10e édition des Jeux de la Commission de la jeunesse et des sports de l'océan Indien se déroulera jusqu'à vendredi. Voulana Razafmanansou, Antananarive, RFI. À Antananarive, il est maintenant 7h44, 6h44 ici à Paris. Afrique Matin sur RFI. Magali Lagrange. Dans 5 minutes, la revue de presse Afrique. Ce matin, ce sera Nathalie Amar qui viendra nous rejoindre en studio. Nous reparlerons du grand rassemblement de l'opposition hier à Kinshasa en RDC et des opérations de déguerpissement au Mali. Mais avant cela, on retrouve l'invité de la rédaction. RFI.
Dans moins d'un mois maintenant, les Gabonais se rendront aux urnes pour choisir leur président. Ce sera le 27 août, mais à l'approche du scrutin, des voix s'élèvent pour dénoncer des arrestations. Depuis le 9 juillet dernier, des dizaines d'opposants ont été interpellés. En France, 2 partis politiques ont réagi dans un communiqué. Europe Écologie Les Verts et le Parti Socialiste, le PS, qui demande la libération de ces personnes. L'association Survie, elle va plus loin. Elle demande l'arrêt de la coopération militaire française avec le Gabon, mais aussi avec le Congo-Brazzaville, le Tchad et Djibouti. L'un des porte-parole de Survie, Yanis Thomas, est l'invité de Christophe Beaubouvier. Yanis Thomas, bonjour. Bonjour. Pourquoi demandez-vous que la France suspende sa coopération sécuritaire avec le Gabon ? Eh bien, en prévision des élections qui vont avoir lieu le 27 août, le pouvoir gabonais mène à l'heure actuelle une très violente répression vis-à-vis de son opposition. Et il nous semble primordial que la France ne cautionne pas ces agissements en retirant ses coopérants militaires ou policiers au Gabon, afin effectivement de ne pas soutenir le coup de force électoral qui est en train de se passer au Gabon. Vous parlez d'une très violente répression, mais les candidats de l'opposition peuvent s'exprimer et peuvent faire campagne, non ? Absolument, mais un certain nombre de militants syndicaux ou politiques ont été enfermés et mis sous les verrous en juillet, en prévision de cette élection du 27 août. Alors de fait, à la suite d'un meeting de l'opposition le 9 juillet à Libreville, plusieurs leaders syndicalistes et étudiants ont été arrêtés. Qu'en est-il pour eux aujourd'hui ? À notre connaissance, un certain nombre de militants ont pu être relâchés, mais ce n'est pas le cas des principales têtes de file, notamment Jean-Rémy Yama de Dynamique Unitaire. Et donc, les leaders des mouvements d'opposition n'ont pas la possibilité de mener librement leur activité politique à l'heure actuelle. Alors, quel rapport peut-il y avoir entre ces arrestations et la coopération sécuritaire française à Libreville ? Eh bien, il se trouve que notamment, cas emblématique, il y a un commandant de police français qui est détaché en tant que conseiller auprès du commandant des forces de police gabonaises et donc qui est aux premières loges pour suivre et d'une certaine façon cautionner la répression en cours. Et donc, il nous semble tout à fait inopportun de maintenir ce type de coopération alors même que le régime d'Ali Bongo, qui, il faut le rappeler, est un régime qui est directement issu du système de la France-Afrique, emblématique de ce système, est en train de mettre en place une élection potentiellement frauduleuse, alors même que la famille Bongo gère le pays depuis des décennies. Et qu'en est-il de la base militaire française à Libreville ? Elle n'est pas visée par votre dernière interpellation. Alors effectivement, nous avons décidé d'axer notre rapport d'avril 2016 principalement sur cette coopération militaire qui est assez méconnue en France. Mais effectivement, il y a aussi au Gabon une base française d'importance qui a servi pour le déploiement de l'opération Sangaris en Centrafrique notamment. Cette base sert d'assurance vie au régime gabonais et a pu servir de cette façon tout au long de l'histoire gabonaise récente. Et le rapport d'avril 2016 est spécifique sur un thème, mais il ne remet pas en cause notre revendication globale qui est le retrait des troupes françaises d'Afrique. Autre pays dans votre collimateur, Djibouti, le Congo-Brazzaville et le Tchad, 3 pays où ont eu lieu des élections présidentielles cette année et où le président sortant a été réélu dès le premier tour. D'abord Djibouti, qu'est-ce que vous reprochez à la politique française dans ce pays ? Eh bien, de la même façon qu'au Tchad et au Congo-Brazzaville, de soutenir un régime dictatorial qui s'est notamment illustré par des tirs contre des opposants en décembre 2015. À Djibouti. À Djibouti, effectivement. Et donc, on avalise des élections de complaisance sous prétexte d'intérêt géostratégique. On sait que la base militaire française de Djibouti est extrêmement importante pour la France. Au Congo-Brazzaville, vous dénoncez ce que vous appelez les complaisances du président Hollande, mais celui-ci n'a-t-il pas fait retirer tous les coopérants sécuritaires français après le référendum constitutionnel d'octobre 2015 ? Le Congo-Brazzaville est en fait, à mon sens, un symbole du renoncement diplomatique de François Hollande, même si effectivement il y a pu y avoir retrait pour le coup des coopérants français, mais après un long combat, il a fallu batailler. Monsieur François Hollande a soutenu diplomatiquement le référendum d'octobre 2015 qui a permis à monsieur Denis Sassou Nguesso de se représenter une nouvelle fois alors qu'il occupe le pouvoir quasiment sans discontinuer depuis 1979. Entre François Hollande et Denis Sassou Nguesso,
perso, chacun sait que ce n'est pas le grand amour. Tout de même, le président français n'a envoyé aucun représentant de Paris à la dernière investiture du président congolais. Oui, mais ça n'en fait pas, pour le coup, une condamnation ferme et massive de cette mascarade électorale. Des positions beaucoup plus fortes auraient été nécessaires dans ce cas précis. Le Tchad, vous pointez la très forte présence militaire française dans ce pays, malgré la réélection très controversée d'Idriss Déby le 10 avril dernier. Mais le Tchad n'est-il pas en première ligne face aux djihadistes du Sahel et de Boko Haram ? Eh bien, il ne faut absolument pas que la rhétorique actuelle de la guerre contre le terrorisme mis en place par la France serve à soutenir et voire même à réhabiliter, dans le cadre du régime d'Idriss Déby, effectivement un régime qui oppresse sa propre population et un personnage qui est en place depuis le début des années 1990. En ces temps de menaces terroristes tous azimuts, en France, au Sahel, au Moyen-Orient, est-ce que vous ne craignez pas, Yanis Thomas, de tomber à côté de la plaque vis-à-vis de l'opinion publique internationale ? Absolument pas. Au contraire, il nous semble extrêmement important de rappeler un certain nombre de réalités concernant cette guerre contre le terrorisme qu'on essaye de nous vendre. Et il ne faut absolument pas céder à la panique pour le coup. Eh bien, analyser extrêmement factuellement quelles conséquences directes peuvent avoir le soutien de dictatures sous prétexte d'une lutte contre le terrorisme, étant entendu que ces régimes terrorisent aussi leur population et tirent sur leur population. Yanis Thomas, merci. L'un des porte-parole de l'association Survie avec Christophe Bobouvier. RFI, l'actualité internationale. Magali Lagrange. Une attaque à Kaboul, en Afghanistan, a visé un hôtel qui accueille des étrangers. Les 3 assaillants ont été abattus par les forces de sécurité. Ils n'ont pas fait de victimes au sein de l'établissement, mais un policier a été tué. 3 ont été blessés. L'enquête en France, près d'une semaine après l'attaque dans une église de Saint-Étienne-du-Rouvray, 2 suspects ont été mis en examen hier. Il s'agit de 2 proches de l'un des 2 assassins, du père Hamel, l'un de ses cousins, ainsi qu'un jeune homme avec qui il avait essayé de se rendre en Syrie. Au total, ils sont désormais 4 à avoir été mis en examen. Les obsèques du père Hamel se dérouleront, elles, demain mardi. À la fin des journées mondiales de la jeunesse à Cracovie, en Pologne, le pape François a demandé aux jeunes catholiques de rejeter la tristesse. Il a par ailleurs refusé d'associer islam et violence et a indiqué qu'il fallait plutôt chercher les causes du terrorisme dans l'injustice sociale et dans le culte de l'argent. RFI. À 6h52 à Paris, c'est l'heure de retrouver Nathalie Amar pour la revue de presse Afrique. Bonjour Nathalie. Bonjour Magali, bonjour à tous. À la une, la démonstration de force de l'opposition hier à Kinshasa. Oui, l'opposition montre les muscles, titre le site Afrique Arabia, pour qui le meeting d'hier à Kinshasa, en dehors de montrer la forte capacité de mobilisation populaire de la plateforme de l'opposition, pilotée par Tshisekedi et Katumbi, aura permis une nouvelle clarification des positions de l'opposant historique sur le dialogue politique. Étienne Tshisekedi, dit Afrique Arabia, a encore joué le blocage en récusant durant son meeting le facilitateur de l'Union africaine, Edem Kodjo. Le pouvoir et l'opposition sont, selon le pays, au Burkina, dans une logique d'affrontement. Le premier mobilisant ses partisans vendredi au stade Tata Raphaël, la seconde hier au stade des Martyrs, et les 2 camps pour le pays ne sont pas prêts à se faire de cadeaux. En tout cas pour ce premier meeting depuis 2011, c'est un Étienne Tshisekedi requinqué, ne présentant aucun signe d'essoufflement, qui s'est adressé à la population, estime le site d'information congolais 7/7. Coiffé de son traditionnel béret, le leader de l'UDPS a fixé au régime un préavis au 19 septembre, date à laquelle doit en principe être convoqué le scrutin présidentiel. La balle est dans le camp du président congolais, souligne le site aujourd'hui.net. Sa réaction est fortement attendue, mais est-il seulement possible d'organiser la présidentielle avant le 20 décembre 2016 ? En effet, si chacun dans le camp de l'opposition crie qu'il faut coûte que coûte tenir ces échéances électorales, personne ne croit à la chose possible dans ce pays continent. Absence de fichier électoral fiable, recensement qui n'est pas fait, sans oublier la CENI, loin d'être prête pour le scrutin. Pour éviter le scénario du pire, poursuit aujourd'hui.net, eh bien, il va falloir en appeler au sens des responsabilités, une interpellation qui s'adresse aussi à l'opposition face à l'autisme de Kabila Junior, poursuit aujourd'hui.net.
RTL.net, l'opposition semble lui avoir tissé un piège en l'enjoignant de tenir une élection que tout le monde sait pertinemment impossible d'ici cette date. À Bamako, l'opération déguerpissement des trottoirs et les forces de l'ordre qui se sont heurtées hier à la colère des commerçants. Oui, cette opération bulldozer a débuté la semaine dernière pour démolir des centaines d'étals qui, selon les autorités, ne sont pas légaux. Nous n'avons pas été avertis, pointe un commerçant interrogé par le site malijet.com. Nous n'avons reçu aucune notification dans ce sens, mais par mesure de précaution, nous avons préféré fermer nos kiosques. Cela ne peut qu'augmenter le chômage et augmenter le nombre de bandits, pointe un autre commerçant déguerpi sur malijet.com. Quand on n'a rien à faire, qu'on doit faire face aux charges de la famille, poursuit-il, tous les moyens deviendront bons. Un chef de famille ne sachant que faire pour subvenir aux besoins des siens pourrait être tenté de s'adonner à des pratiques peu orthodoxes, surtout dans un pays où le gouvernement peine à créer de l'emploi, renchérit le prétoire. Le journal malien voit d'ailleurs dans cette opération les premiers préparatifs du sommet Afrique-France de janvier prochain. Des sommets qui, dit le prétoire, sont les seules occasions de penser à l'assainissement de la capitale. Admettons que ce soit pour rendre Bamako plus coquette, écrit le journal. Si la volonté du gouvernorat et de la mairie du district était d'assainir la capitale, il devrait commencer par dégager les dépôts de transit d'ordures, comme celui de l'Afiabougou qui obstrue la circulation, une montagne artificielle majestueusement installée au cœur du quartier résidentiel de l'ACI 2000. Et puis la presse africaine s'intéresse également au sort des domestiques employés en Arabie Saoudite. Avec le récit de cette jeune fille sur le site yagaburundi.com, partie en 2015 de la province de Boubanza, rebaptisée Sina par ses employeurs saoudiens. Elle affirme avoir vécu l'enfer dans le royaume. Des journées de travail de 19h. Quand je terminais tôt mon travail, un voisin venait me prendre pour aller continuer à travailler chez lui, parfois jusqu'à 2h du matin, et je n'avais plus que 2 heures à dormir par jour. Elle n'a pu s'échapper de cet enfer qu'après une tentative de suicide, en expliquant au fils aîné de la famille qui parlait le swahili qu'elle souffrait des fétiches Ibitega qui ne se soignent nulle part ailleurs qu'au Burundi. Le jeune homme y a cru et c'est ainsi, dit-elle, qu'on m'a acheté un billet d'avion pour venir me faire soigner. Ils ont retenu mon salaire que je suis censée récupérer à mon retour au travail. Mais à son retour, elle a déchiré son passeport et assure aujourd'hui qu'elle ne quittera plus jamais le Burundi. Merci Nathalie Amar. Il est 4h56 en temps universel. Les plaisirs du journalisme. Ils sont très bien informés, il est rare qu'il y ait quand même des contradictions majeures. C'est une tradition du combat politique par l'humour. Une partie des informations précieuses, intéressantes et souvent amusantes du Canard viennent des hommes politiques eux-mêmes. Les plaisirs du journalisme. Un été avec l'eau d'Angélie du Canard enchaîné, proposé par Pierre-Édouard Deldic. À retrouver tous les vendredis à 14h10 TU. RFI. Vivez votre passion du sport avec MoneyGram, transfert d'argent. Bonjour Thomas de Saint-Léger. Bonjour Magali, bonjour à tous. Le football congolais est en deuil ce matin. Le gardien de but Destin Onka Malonga, ancien international dans les sélections de jeunes, a trouvé la mort hier en France. Le joueur de 28 ans s'est noyé au cours d'une sortie en canoë avec ses coéquipiers du club d'Alès, une équipe de 5e division. Vainqueur de la CAN 2007 des moins de 20 ans, membre de la génération dorée des Diablotins du Congo, Destin Onka Malonga n'aura pas eu la carrière escomptée. Des débuts avec les Diables Noirs de Brazzaville, puis l'Algérie et enfin la France sans réussir à percer au niveau professionnel. Il avait tout de même atteint les 16e de finale de la Coupe de France 2013 avec l'AF Lozère, alors pensionnaire de 7e division. C'est en fin de semaine, Thomas, vendredi, que sera donné le coup d'envoi des Jeux Olympiques de Rio. Les délégations arrivent au compte-gouttes au Brésil. Les noms des porte-drapeaux sont révélés. Le choix est fait pour le Niger. Il s'est porté sur le champion de taekwondo, Issoufou Abdulrazak Alfaga, 21 ans, est déjà chargé de conduire le contingent de 6 sportifs nigérians. C'est aussi sur les épaules de ce colosse 2,07 m que reposent les principales chances de médaille du pays, champion d'Afrique 2016, en or aux Jeux africains l'an dernier. Il avait à chaque fois dominé le vice-champion olympique gabonais Anthony Obam avant ses premiers pas aux Jeux. C'est un homme fier et ambitieux qui s'est confié au micro d'Ousmane Keita. De recevoir le drapeau du Niger, ça m'a beaucoup encore donné la force. C'est une responsabilité de 16 millions et quelques habitants du Niger qui ont eu la confiance de me donner ce drapeau. Je dois me donner à 1000%
pour remporter cette médaille pour le Niger. À quelques jours donc du coup d'envoi de ces JO à Rio, comment se porte aujourd'hui Issoufou Abdrazak Alphaga, le porte-drapeau du Niger? Donc aujourd'hui, je me sens bien. On est 16 dans la catégorie. Parmi les 11, je les ai battus tous, donc je ne vois pas qu'est-ce qui va me mettre stressé. Non, je vais me concentrer, me donner à 1000% pour mon pays. Et remporter la médaille d'or. La médaille, quelle que soit la couleur. Et une médaille au JO, ce serait historique pour le Niger. Jusque-là, seul le boxeur Issaka Daboré y est parvenu, médaille de bronze aux Jeux de Munich en 1972. Et pour être complet sur les JO, test grandeur nature pour l'équipe de basket du Nigeria la nuit prochaine. Un match tout simplement face au double champion olympique en titre, les États-Unis. Merci Thomas de Saint-Léger. L'actualité sportive, c'est aussi sur notre site internet, le www.rfi.fr. Le journal des sports Afrique vous a été proposé par MoneyGram Transfert d'argent. Plus de 30 000 points de vente MoneyGram à votre service partout en Afrique. MoneyGram, le lien qui vous rapproche.